Vous faites bien de vous joindre sur Web Info Télévision dans ces rendez-vous hebdomadaires dans lesquels nous décryptons les faits marquants de l'actualité de la semaine, mesdames et messieurs, pour mieux vous aider aussi à comprendre tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous allons faire, donc nous revenons plutôt sur ces affrontements qui se sont intensifiés dans les Nord Kivu et dans les Sud Kivu entre les troupes de l'AFC M23 et les combattants Ouazalendo, soutenus bien sûr par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, la nouvelle, c'est d'abord une grande agglomération au niveau des Calais qui viennent de passer entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, pendant que d'autres combats sont signalés donc depuis 5 heures, c'est vendredi, dans les territoires des Massissi. Là, nous sommes au Nord Kivu. On va donc faire les points sur tous ces combats. Les lignes de front, comprenez qu'elles ont bougé, mesdames et messieurs, cette semaine, pendant que les partis en conflit, l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'apprêtent à reprendre les pourparlers. Ça ne sera pas à Doha, mais cette fois-ci à Genève. L'AFC M23 a confirmé déjà que sa délégation est en route pour Doha, donc plutôt pour Genève, côté République démocratique du Congo, côté gouvernement congolais. Jusque-là, on n'en sait pas trop, mais bien, nous pouvons peut-être croire qu'ils seront aussi là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les faits qui feront objet de nos échanges, justement, dans ces directs, voilà, sur Web Info. Nous sommes bien sûr en direct. Une occasion qui vous est offerte, bien sûr, de commenter, de partager aussi, d'aimer. En tout cas, dites-nous, posez des questions sur ces actualités. Et nous, ici, on va justement vous lire. Les commentaires qu'on va lire, comprenez que ce sont des commentaires qui tiennent compte aussi de nos principes. Voilà, donc on ne peut pas lire tout ce qui sera écrit. Donc on va lire les messages qui cadrent avec l'actualité, des commentaires voilà, qui s'inscrivent dans l'esprit aussi des respects. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on va donc travailler, nous, avec vous. Vous êtes nombreux et je compte beaucoup plus sur vos qualités, vos pertinences aussi pour que les débats soient aussi houlés. Gaëtan, bonjour. Bonjour Jenny, bonjour à tous les abonnés de Web Info Télévision. Alors c'est avec vous qu'on va partager bien sûr ces moments hebdomadaires. Alors comme je l'ai dit, les combats à Massissi, les combats à Rutshuru. Alors est-ce que l'AFC M23 et le gouvernement congolais, peut-on dire que les deux partis se sont lancés dans une optique des... Voilà, il y a un principe qu'on utilise, il y a un terme qu'on utilise, c'est en anglais bien sûr. Au même moment on est en train de négocier et au même moment on est en train de faire les combats. Et c'est l'idée, ou disons, c'est la lecture que vous avez de tout ce qui se passe actuellement, surtout l'escalade des conflits armés entre les deux camps. Et c'est quand même assez surprenant que les deux camps continuent de s'accrocher pendant que nous sommes dans un régime de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui a été d'abord conclu ou convenu à Doha, puis à Washington. Après, il y a eu plusieurs résolutions des Nations Unies appelant les deux parties au cessez-le-feu. Donc, théoriquement, nous sommes dans le cessez-le-feu, mais après, sur le terrain, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, la question de savoir qui attaque qui pose aujourd'hui problème. Du côté de l'AFC M23, tous les jours, on voit de communiqués faisant mention, n'est-ce pas, des attaques de Kinshasa, à la fois par drone dans les sites Kivu, à Minembwe notamment, mais également récemment au Nord Kivu, puisque les fronts du Nord Kivu s'étaient calmés pendant un certain moment, mais là, on comprend qu'il y a une résurgence. Donc, c'est très difficile déjà, du fait notamment du manque de communication des forces armées de la République démocratique du Congo et de Kinshasa par rapport... Selon vous, pourquoi les FARDC ne communiquent pas? Parce que c'est vrai, à un certain moment, Patrick Mouya, lui, ne communique pas directement sur tout ce qui se passe au front, mais à un certain moment, c'était le général, il est général de brigade, hein, je crois, le général-major, Sylvain Ekenge, voilà, c'est un général-major qui communiquait comme porte-parole de l'armée. Mais depuis sa suspension, l'intérimaire, on ne les sent pas voilà, communiquer, même répondre aux accusations de l'AFC M23. Ou soit, c'est devenu une habitude. On s'est dit, voilà, c'est ce qui se fait toujours, et qu'on laisse les choses aller comme elles sont en train d'aller. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un déni. J'essaie un peu de comprendre cette stratégie de silence
que les forces armées de la République démocratique du Congo ont prises depuis un certain temps. Je ne sais pas si c'est un déni ou une sorte de camouflage, parce que s'ils communiquent par rapport à ce qu'il se passe, ce sera une forme pour eux de revendiquer toutes les attaques que leurs alliés, les Wazalendo notamment, sont en train de mener. Donc aujourd'hui, la position des forces armées de la République démocratique du Congo, du moins la position officielle, c'est nous ne sommes pas en conflit, nous ne sommes pas sur les terrains en train de nous battre. Mais officieusement, on voit qu'il y a toujours des affrontements, puisqu'on ne va pas dire que l'AFCM 23 est en train de réagir à partir de rien. Ou soit, ce sont les Wazalendo qui viennent avec des drones. Non, mais ça, c'est compliqué. Pour bombarder, les Wazalendo n'ont pas, voilà, pour bombarder n'ont pas un tel arsenal militaire, n'ont pas un tel armement. Les Wazalendo ne pilotent pas des drones, à ce que je sache. Donc, tout ce qu'il y a entre les mains de Wazalendo, ce sont des armes rudimentaires, à la limite de lance-roquettes et des armes qui sont limitées du point de vue de préjudice. Oui. Donc, ils n'ont pas suffisamment des armes. Et là, donc, dès lors qu'il y a des drones qui continuent de mener des attaques et il y a une documentation qui les dit, ça veut dire que officieusement, peut-être que les forces armées de la République démocratique du Congo sont, n'est-ce pas, sont sur le front. Mais officiellement, ils ne peuvent pas l'admettre à travers des communiqués. Donc, c'est une sorte de stratégie de déni en disant, bon, nous observons le cessez-le-feu pendant ces temps officieusement, leurs alliés, les Wazalendo, en compagnie, n'est-ce pas, de leurs moyens aériens, des forces armées de la RDC continuent de pilonner. Restons toujours sur les lignes de front. Alors, cette attitude des forces armées de la République démocratique du Congo, est-ce c'est parce qu'elles ont à un certain moment pris l'ascendant sur l'AFCM 23 et on compte, coûte que coûte, en finir avec l'option militaire, donc anéantir les mouvements avec l'option militaire comme nous le voyons aujourd'hui, jusqu'au point, rappelez-vous, il y a un certain moment, les gens disaient, une opinion plutôt qui disait que voilà, Kinshasa ne s'intéresse pas trop aux discussions avec l'AFCM 23 et Kinshasa a choisi plutôt une option militaire. Peut-être parce que les FARDC avaient pris à un certain moment l'ascendant sur l'AFCM 23. Est-ce que c'est la lecture que vous avez aussi? Et pendant un moment, il y a eu une accentuation vraiment des offensives des forces armées de la RDC. Je pense que c'était en février-mars. Février-mars, oui. Pendant ces temps-là, on avait senti un enthousiasme national autour, n'est-ce pas, de cette nouvelle optique. Les gens commençaient à dire que finalement, du fait, n'est-ce pas, des alliances nouées entre Tshisekedi et Trump, le gouvernement congolais s'était, n'est-ce pas, décidé finalement de passer à l'offensive jusqu'à en finir avec l'AFCM 23. Sauf que de l'autre côté, ce n'est pas une coquille vide. Il y a il y a eu des stratégies qui ont été peaufinées pour essayer tant soit peu d'arrêter ces attaques monstrueuses de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment avec des drones. Des drones qui ont coûté la vie à certains officiers de l'AFCM 23. Oui. Donc, pendant ces temps-là, on sentait... La menace, à un certain moment, elle s'est rapprochée même des Goma. Ouais, justement, pendant ces temps-là, on sentait vraiment qu'il y avait un moment de flottement du côté de l'AFCM 23. Alors, je ne sais pas ce qui a été fait en interne, mais on a senti qu'après quelques semaines, les choses sont redevenues à la normale. Parce qu'au côté FARDC, il y a une baisse des régimes, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est côté FARDC où il y a une baisse des régimes ou c'est côté M23 où il y a une certaine restructuration. Puisqu'on a vu notamment certains mouvements de troupes de l'AFCM 23 qui sont venus en renfort, qui sont venus renforcer les effectifs dans des endroits où les forces armées de la RDC accentuaient des attaques. Donc moi, je ne sais pas si c'est dit. Moi, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que du fait de la restructuration de l'AFCM 23, ça a poussé un peu, n'est-ce pas, les forces armées de la RDC à baisser en régime. Donc, vous venez d'évoquer aussi les pourparlers, ou disons, les rapprochements Félix Tshisekedi, Donald Trump. Alors, et ça a créé, je dirais, ça a poussé l'AFCM 23 à prendre beaucoup de retenues et non plus faire des avancées comme ils étaient en train de les faire. Reconquérir des entités, ville après ville, province après province. C'est peut-être dit aux alliances Tshisekedi à Trump, voilà, que l'AFCM 23 s'est dit, voilà, ils sont avec une puissance, si peut-être on continue sur ce schéma-là, ça sera très compliqué.
D'où peut-être cette insistance aujourd'hui côté mouvement AFC M23 sur l'option diplomatique, les négociations. Il mise beaucoup plus sur les négociations que sur les affrontements. Là, je vais m'en tenir l'officiel, aux communiqués officiels notamment. Il vous souviendra que en début d'année, Corneille Nangaa avait dit que cette année allait être l'année de la révolution totale, c'est-à-dire jusqu'à Kinshasa. Mais peu après, on a senti qu'à travers différents communiqués, la FCM23 s'en remettait souvent, n'est-ce pas, à la communauté internationale comme témoin en disant, bon, nous avons décidé d'observer un cessez-le-feu pour essayer un peu de jauger le degré de bonne foi de Kinshasa, à travers notamment le mécanisme de pourparlers de Doha et ceux de Washington. On disait auparavant que la FCM23 n'était pas du tout liée aux accords de Washington, mais on a senti qu'à travers des communiqués, la FCM23 faisait mention également de ces accords de Washington-là. Donc, je peux dire oui, au bout d'un moment, lorsque ces accords-là ont été signés, ils ont été suivis par certains d'autres protocoles, d'autres ententes entre les deux parties. La FCM23 s'est dit finalement, on est en passe de gagner ce qu'on cherche par les armes à travers les négociations. À quoi bon continuer de conquérir des territoires? C'est toujours en position des forces où cette fois-ci, ils poursuivent les discussions, peut-être on va en parler, en position un tout petit peu avec une certaine faiblesse. Non, mais moi je pense que c'est du statu quo, parce que l'autre fois, on avait parlé ici de l'impact qu'avaient les bombardements de forces armées de la RDC février-mars sur les rapports de force et sur les terrains. Et finalement, après ces bombardements-là, on était arrivé à une conclusion selon laquelle il y avait du statu quo. Il y avait du statu quo, chacun avait gardé ses positions. La FCM23 n'avait pas perdu les positions qu'elle contrôlait. Les forces armées de la République démocratique du Congo avaient également gardé leurs positions, bien sûr, mis à part les jeunes ping-pong au site Kivu, point zéro, passe entre les mains de FARDC, puis entre les mains de M23. Mais globalement, toutes les grandes agglomérations gagnées par la FCM23 sont restées entre ses mains, et toutes les grandes agglomérations ou tous les territoires contrôlés par les forces armées de la RDC sont restés entre leurs mains. Donc c'est un peu ça, c'est du statu quo. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas dire que tel ou tel autre est en train de négocier en position de faiblesse. Mais moi je pense que celui qui doit être en position de faiblesse, c'est l'État congolais. Pourquoi? Parce que il ne contrôle plus l'intégralité de son territoire. Des villes importantes. Après, à travers notamment, je ne sais par quelle magie de manœuvre diplomatique, Uvira a été cédé par l'AFCM 23. Mais quand même, moi, je pense que dès lors que l'État congolais ne contrôle pas l'intégralité de son territoire, c'est-à-dire que c'est lui qui est en urgence de les récupérer. Donc, c'est lui qui est en position de faiblesse dans les négociations. Alors peut-être pour évoquer maintenant toutes ces négociations, avant d'évoquer ces négociations, alors déjà, sur les lignes de front, vous venez justement de faire les points, bien sûr, sur les combats, comme nous sommes en train de les dire, les combats qui continuent, les FARDC qui restent silencieuses, qui ne communiquent pas. Alors comment trouvez-vous l'attitude des Wazalendo, ces jeunes-là, qui à un certain moment disent, voilà, nous sommes des patriotes, nous agissons seuls, mais plusieurs rapports disent qu'ils sont bien sûr ils sont là en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors les Wazalendo qui n'écoutent pas même les FARDC, personne justement, même les dirigeants au niveau de la sous-région. Alors est-ce que vous voyez aussi aller dans les sens, peut-être c'est le grand blocage pour les respects, c'est les principales d'ailleurs, c'est cesser les faits, les Wazalendo qui n'agirent que par les retraits de l'AFCM 23. C'est le principal blocage. Vous voyez que ça peut permettre à l'option diplomatique de donner des fruits. Mais je vous disais, on disait d'ailleurs sur ces plateaux, toujours dans ces actus chaudes, que les Wazalendo étaient en quelque sorte les facteurs X. Les facteurs X dans cette guerre qui échappait à toute réglementation, à tout accord, comment dirais-je, à toute convention internationale. Donc, ils ne sont liés à aucun texte, à part peut-être le texte qui les a un peu légalisés en République démocratique. Vous parlez
la loi sur la réserve armée de la défense, mais qui tarde aussi à être... Mais le problème... La mise en place pose mais toujours problème. les limites est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas les identifier. Voilà. On ne sait pas qui est Mouzalendo, qui ne l'est pas. Même les responsables. Même les responsables ne les savent pas. Oui. Donc, pour que cette loi soit mise en pratique, moi, je pense que l'étape préalable doit être d'abord de les identifier. Aujourd'hui, on ne sait pas les identifier. On ne sait plus si ce sont, n'est-ce pas, des anciens groupes Maï Maï qui opéraient dans le nord Kivu et les sites Kivu. On ne sait pas si ce sont eux qui sont devenus des Wazalendo. On ne sait pas si ce sont des résistants qui se sont lancés, n'est-ce pas, délibérément dans la protection de leurs agglomérations, notamment dans les sacs et dans les Minova. On ne sait pas si ce sont ces jeunes-là qui sont venus de nulle part, qui sont devenus les Wazalendo. On ne sait pas si ce sont les FDLR. On ne sait pas, donc on ne sait pas comment dirais-je, on ne sait pas faire les tris entre qui sont les Wazalendo, qui ne les sont pas. Donc ça pose un problème. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme je venais de le dire, officiellement, le FRDC et l'AFCM 23 peuvent dire chacun, nous observons le cessez-le-feu. Mais dès lors que le facteur X là, les Wazalendo d'un côté, et en réaction à ces Wazalendo, les Turaneo également, qui sont là, qui forment également à l'AFCM 23. Ouais. Donc, ces deux forces-là ne sont liées à aucune convention. Donc, ça ne suffit pas, vous pouvez discuter avec les alliés, mais si vous laissez ces éléments incontrôlés, surtout si vous les laissez toujours en électrons libres comme ils sont en train d'agir aujourd'hui, ça sera difficile. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons appris cette semaine que comment dirais-je, le gouvernement congolais s'était lancé dans l'opération des tracts de FDLR. Voilà. Moi je pense que c'est parmi, n'est-ce pas, les protocoles d'accord sur lesquels les deux parties doivent notamment travailler, c'est-à-dire à l'AFCM 23 de neutraliser ou de désarmer les Turaneo qui sont leurs alliés. Côté FRDC également, oui. N'est-ce pas, essayer de neutraliser les Wazalendo. Parmi les engagements pris, c'est aussi la neutralisation des FDLR. Parce que là, on peut sous-entendre que voilà, le Rwanda parlerait les mêmes langages, aurait peut-être les mêmes objectifs avec l'AFCM 23. Et pour ça, on prend les Rwandais et les M23. De l'autre côté, on prend les forces gouvernementales et les FDLR. Vous voyez? Alors déjà, le fait pour les FARDC, comme vous venez de le dire, d'annoncer les opérations des tracts des FDLR, mais en amont, on passe tout d'abord à une phase de sensibilisation. Et ce n'est pas un coup de la com. Côté forces armées de la République démocratique du Congo pour dire, voilà, on a pris des engagements et nous sommes en train de les faire. Mais concrètement, peut-être, ils ne vont pas le faire. C'est possible. Nous savons tous les réalités dans la sous-région. Tel peut dire ça pour juste rencontrer peut-être la volonté de ses partenaires au niveau international. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui est réalisé. Mais déjà le premier problème, le principal problème, justement, par rapport à votre inquiétude, c'est la contradiction dans la rhétorique. Contradiction dans la rhétorique. Dans les salons diplomatiques, vous dites que les FDLR n'existaient pas. Pendant ces temps, vous vous lancez dans l'opération de l'air track. Ah oui. Vous sentez qu'il y a un ça ne va pas. Les FDLR, ce sont des minéraux. Le ministre Julien Paloukou avait dit que les FDLR, ce sont les minéraux. Même rhétorique avec le ministre Patrick Mouyaya. Et pendant ces temps, vous communiquez officiellement que vous allez à la traque des FDLR. Avant de communiquer, on a d'abord signé. On a pris l'engagement de les neutraliser. Mais justement, vous signez dans des salons diplomatiques, puis après vous venez faire un déni. Donc ça pose problème. Moi, j'aimerais qu'il y ait une unité de communication dans ces sens-là, parce que ça pose problème. Alors, après, les M23 ont toujours revendiqué une certaine autonomie vis-à-vis du Rwanda. Le Rwanda lui-même qui dit que les M23, c'est un problème congolais. D'ailleurs, récemment, le président Paul Kagame a dit la même chose. Nous ne sommes liés par les M23 que par la cause, les frontières. Justement, nous collaborons du point de vue frontière, mais également dans la lutte, on comprend que le Rwanda combat aussi pour la protection des minorités.
C'est quasiment la même chose avec l'AFC M23. Mais pour la protection des minorités en RDC. Bon, c'est ce qui, parce moi je suis dans l'officiel. C'est ça. Je les base. C'est ça factuel. Ouais, justement, je les base sur les communiqués. Sur des choses qu'on n'a pas des sous-bassements. C'est ça, je les base sur les communiqués du ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui ne cesse de revenir sur cette question. D'ailleurs, plusieurs dignitaires rwandais reviennent également sur cette question. Donc, le Rwanda nie avoir de liens militaires, notamment avec l'AFC M23. Donc, ça pose problème. L'AFC M23 revendique aussi une autonomie vis-à-vis du Rwanda. Donc, ça pose un problème. Donc, autant on demande au Rwanda d'élever ses mesures défensives, Kinshasa perçoit ça comme une manière de demander au Rwanda de retirer l'AFC M23 du territoire congolais. Donc, c'est ça. Donc, il y a déjà une guerre d'interprétation, mais également une guerre de préalable. On va commencer par quoi? On va commencer par la neutralisation des FDLR. Bon, Kinshasa nie l'existence des FDLR malgré qu'il est en train qu'il a annoncé. C'est un problème déjà. C'est un problème. Voilà pourquoi. Comment on peut espérer des solutions aussi, au-delà des solutions durables, mais justement pour qu'on trouve quand même, dans un premier temps, des solutions qui vont permettre à toutes les parties, même à cette population, d'essouffler un tout petit peu. C'est ça aussi les soucis. La population, les gens se déplacent. Vous-même, on a fait les points sur la situation humanitaire. Dans les sites Kivu, partout là-bas, les gens continuent toujours à se déplacer. Alors, est-ce qu'on va continuer toujours dans ces jets-là? Parce que c'est un jet. On dit sur le plan diplomatique ça, mais dans les faits, on pratique autre chose. Est-ce qu'on va rester toujours? Et avec ça, vous pensez que la solution sera trouvée? Moi, je pense qu'il y a très peu de bonnes foi. On ne veut pas être pessimiste, il y a très peu de bonnes foi. Peut-être qu'il y a ceux qui se travaillent en dessous de la table. Lorsque vous voyez des belligérants qui partent signer, qui ne reconnaissent pas la force de la signature, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler en dessous de la table. Donc, ça pose d'abord un problème de confiance mutuelle. L'AFC M23 a toujours dit que le président Tshisekedi n'était pas digne de confiance et que sa parole était versatile. Ils le disent souvent, ils ne peuvent pas signer avec lui parce que demain ou après-demain, il peut nier sa signature. De l'autre côté, Kinshasa a montré qu'il peut être en train de travailler diplomatiquement avec l'AFC M23 et concomitamment en train de mener des opérations. Alors moi, je ne sais pas si c'est la stratégie d'affaiblir l'AFC M23 pour que l'AFC M23 puisse fléchir à l'agenda de Kinshasa, je ne sais pas. Mais quand même, on sent que dans tout ça, comme vous venez de le dire, la souffrance de la population n'est pas du tout... on ne tient pas en compte de la souffrance de la population et c'est ce qui est plus grave. Voilà, alors peut-être le plus important, la grande annonce, c'est déjà le lundi, ce ne sera pas à Doha, mais plutôt à Genève. Une autre capitale. Une autre capitale. Avec les mêmes médiateurs, il faut le dire. Peut-être les Américains vont aussi s'impliquer très fort dans ces rounds. AFC M23, gouvernement de la République démocratique du Congo. Il faut quand même les reconnaître. Doha nous a produit un accord cadre qui souffre plutôt de la non-application. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Genève? Mais la différence d'abord des capitales, est-ce que ça ne représente pas quelque chose pour vous? Et c'est là témoigne tout. Ça veut dire qu'il y a très peu de bonne foi. Si on est passé de Nairobi, Luanda, Kampala aussi, je pense, pendant un moment. On est allé Lomé aussi, Doha, Washington et maintenant Genève. Rappelez-vous aussi, il ne faut pas oublier Paris. Paris, voilà, 9 capitales. Avec l'aspect humanitaire. Avec l'aspect humanitaire, 9 capitales. Est-ce qu'il dit capitale? Presque 10 processus. Vous avez compté Washington? Oui. Ah oui. Presque 10 processus. Et on n'est toujours pas arrivé à quelque chose de concret. Ça veut dire qu'il y a très peu de bonne foi. Qui pouvait s'imaginer qu'on pouvait... qu'en 2005, combien il y a eu un accord? C'était, je crois, un TB ou des trucs de ces genres. C'était en 2013. 2013, voilà. Il n'a pas fallu parcourir autant de capital pour aboutir à quelque chose de concret. Or, aujourd'hui, malheureusement, plus on se disperse, plus on se perd
notamment dans les fondamentaux. Puisque les fondamentaux, c'est quoi? La neutralisation des alliés des uns et des autres. Avec tous ces médiateurs aussi. Ça. Avec tous ces médiateurs. Et les précédents ont échoué. Et bien aujourd'hui, on se focalise sur les médiateurs actuels. Les Américains, c'est incontournable de toutes les façons. Les Qatar aussi. Mais tous ces médiateurs, j'avais vu à un certain moment Joao Lourenço s'essouffler jusqu'au point de jeter l'éponge. Après, il est revenu. William Ruto. Rappelez-vous, il y a eu les Uhuru Kenyatta. Tout ce monde-là. Les chefs d'État. Il y a d'autres qui voient leur mandat s'achever sans pour autant trouver une solution à la crise en République démocratique du Congo. Ça pose un problème. Trump a renvoyé la cause à Doha. Le mandat de Trump arrive aussi bientôt là. Oui, justement, avec espoir qu'il ne sera pas destitué en décembre. Donc, Trump a renvoyé, il a tiré son gain, il a envoyé les histoires à Doha. Après Doha, on a senti que voilà, il y avait peu de bonne foi à Doha. Donc, au bout d'un moment, l'histoire est atterrie à l'Union africaine. L'Union africaine a créé un certain collège. L'Union africaine. Ouais, justement, a dépêché un certain collège d'anciens chefs d'État pour venir tant soit peu convaincre les uns les autres. Ça n'a pas abouti. Lourenço, comme vous l'avez dit, il était déjà essoufflé. Kenyatta ne faisait pas l'unanimité. Oui. Aujourd'hui, qui est à la tête de l'Union africaine? Donc, ça tombe qu'a dit que l'Union africaine ne peut pas... à ce moment-là, on est obligé d'être neutre. Là, vous parlez obligation de neutralité, mais on sait qu'il y a une partie qui ne s'accordera pas du tout à ce que Ndayishimiye soit, n'est-ce pas, au centre de la médiation de ces conflits-là. Donc, ça pose énormément de problèmes. Moi, j'espère. La lueur qu'il y avait, c'était Doha. Puisque Doha mettait à la table... C'est Doha qui se délocalise à Genève. Oui, c'est ça. Parce que des forces majeures. Doha traiter la cause profonde, fondamentale. Pourquoi? Parce que Doha mettait sur la même table les principales parties au conflit. Les principales parties au conflit, pas leurs alliés. Moi, je ne vois pas les alliés, mais les principales parties au conflit. Vous minimisez les alliés. Oui, Patrick Mouyaya, d'ailleurs, j'ai aimé ce qu'il a dit. Vous minimisez les alliés. Non, mais je ne les minimise pas. Non, je parle des alliés d'en haut. Je parle des alliés d'en haut. Les alliés d'en haut pour les FRDC, les Burundi notamment, et Kinshasa. Pour les M23, on dit que c'est le Rwanda. Alors, le Rwanda continue de le refuser. Oui. Mais après, moi, je pense que Doha mettait sur la même table directement les principales parties au conflit. L'AFC M23 et Kinshasa. Et là, c'est une occasion de discuter sur les causes profondes. Sur les causes profondes. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, vu que le M23 est reconnu à Doha comme un mouvement congolais, je ne sais pas pourquoi les discussions n'ont pas été menées en République démocratique du Congo avec d'autres leaders de l'opposition. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été réglé à l'interne. Vous voulez combiner l'aspect politique et l'aspect sécuritaire? Mais à Sun City, on avait combiné les tout. Et on avait abouti, l'opposition civile non armée était aussi à Sun City. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Dès lors que les deux... Dès lors que les deux... finir avec l'AFC M23 dans le processus de Doha qui sera bientôt mené à Genève, c'est possible d'en finir avec les M23. Et peut-être après, tout ce qui s'est dit sur le plan politique, on peut en parler peut-être... Bon, on a voulu faire... Parce que là, l'AFC M23, on a voulu faire ça. Peut encore prendre part. Mais on a voulu... Une discussion interne, vu qu'il a un traitement particulier. Un traitement particulier, mais l'AFC M23, c'est revendiqué être un mouvement congolais. Plusieurs opposants, d'ailleurs ceux qui sont encore à Kinshasa réclament que l'AFC M23 puisse également, n'est-ce pas, participer au dialogue entre Congolais. Donc moi je ne vois pas en quoi cela serait finalement, ça serait maintenant 10 capitales. Ça se fait à Kinshasa. Kinshasa, c'est beaucoup plus dangereux. Alors, non, là, j'ai dit que ça sera 10 capitales. On a compté, Kinshasa sera, espérons que Kinshasa sera la dernière, mais là, moi je trouve globalement qu'il y a très peu de bonne foi, et s'il n'y a pas d'abord de bonne foi,
il n'y aura pas d'avancement. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, il n'y aura pas d'avancement. Si la FCM 23 continue à se cloîtrer à l'idée de dire, bon, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas traiter, il n'y aura pas d'avancement. Si Félix Tshisekedi se maintient dans sa radicalité de traiter l'AFCM 23 comme le Rwanda, on ne va pas non plus avancer. Il a quand même évolué. Ben, mais on n'avance pas. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a appelé l'AFCM 23 des terroristes, des patins. Jamais il ne discutera pas avec eux. Mais il est en train de discuter avec eux à Doha. Il va le faire à Genève. Ça veut dire qu'il est en train d'évoluer quand même. Mais voilà pourquoi je vous dis que j'ai apprécié une sortie médiatique, disons, pas une sortie médiatique, mais le briefing de Patrick Mouya lorsqu'il il a dit, bon, on en a fini avec le Rwanda à Washington, même si... avec le Rwanda, c'est fini. Ben, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on en a fini avec le Rwanda à Washington. Moi, je ne sais pas s'il a les indices. Moi, je ne sais pas s'il a les indices. Moi, je ne sais pas si Patrick Mouya a les indices du taux, n'est-ce pas, d'application de ces accords de Washington. Là, c'est à 25% quasiment. Donc, c'est quand même assez... 25 tout ça. Selon les derniers rapports, c'est quand même assez pompeux de dire qu'on en a déjà fini avec le Rwanda à Washington. Oui, il a dit qu'on va maintenant en finir avec les fils, l'AFCM 23 à Doha. Donc, au moins là, j'apprécie parce que Patrick Mouyaya reconnaît d'abord que l'AFCM 23 est un des acteurs. Vous savez, il fut un temps où on ne dissociait pas l'un de l'autre. C'est logique de discuter avec les pères et les fils au même moment. Il fut un temps où... C'est pas logique. Non mais c'est ça. Ça, c'est un autre point. Il fut un temps... avec les pères et les fils. Il fut un temps, rappelez-vous, qu'on ne pouvait pas dissocier l'un de l'autre. Oui. Donc, lorsque vous dites qu'il y a des avancées, il y a des améliorations, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il fut un temps où le président Tshisekedi disait l'AFCM 23, c'est une coquille vide, c'est le Rwanda. Et donc, aujourd'hui, si la question avec le Rwanda est vidée et résolue, et que finalement, Kinshasa se décide maintenant de résoudre une autre question avec l'AFCM 23, ça veut dire que Kinshasa reconnaît l'AFCM 23 comme un acteur à part, n'est-ce pas, dissocié du Rwanda. Très bien. Alors, Gaïta Kombi, nous sommes en train de terminer. C'est vrai, c'est des faits sont, comment je dirais, sont très décisifs. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on va reprendre les discussions. Sur terrain, les combats qui continuent. Vous avez évoqué aussi les d'autres acteurs qui sont là, qui agissent souvent comme des électrons libres. Là, on a parlé des Wazalendo, des Twirwaneho, je ne sais pas, d'autres groupes donc, qui sont là, résiduels, qui agissent souvent. Attention à l'ADF aussi, qui commence à prendre un peu malheureusement, de l'importance. Je ne sais pas si c'est une façon pour eux de prendre de l'importance, de se faire une façon de donner beaucoup de l'ampleur au phénomène ADF. Mais à Ituri, vous savez, les langages qui sont utilisés par les autorités de l'état des sièges, ils associent les EDF au M23, même à la CRP de Thomas Lubanga. On dit, voilà, c'est une coalition M23 ADF. Je ne sais pas si vous trouvez ça logique. Bon, moi, je ne peux pas aujourd'hui lier, encore que l'AFCM 23 a toujours, n'est-ce pas, condamné les attaques de l'ADF. D'ailleurs, parmi les communications de l'AFCM 23, ça a toujours été mentionné. L'AFCM 23 qui a toujours dit que si elle contrôlait ces zones-là occupées par l'ADF n'existerait plus. Donc, rien que partant de ces constats-là, je trouve que c'est difficile, c'est quasiment aujourd'hui impossible de faire une liaison entre l'AFCM 23 et l'ADF. Mais également, le mode opératoire, ce n'est pas du tout la même chose. L'AFCM 23, c'est vraiment une rébellion structurée qui se bat qui revendique c'est pourquoi elle se bat. Pendant ce temps, l'ADF, c'est quasiment c'est une guérilla, c'est-à-dire moi je ne sais pas si ce sont des Ougandais, d'origine ougandaise. Après, l'Ouganda a toujours nié. Il s'oppose toujours à Museveni. Non, mais il ne massacre pas en Ouganda. Aucune menace. Mais il ne massacre pas en Ouganda. Ça veut dire que c'est
C'est une guérilla qui s'est déportée en République démocratique du Congo et qui vise maintenant la République démocratique du Congo. Alors ils se battent pour quelles raisons? Ils ne revendiquent pas c'est pourquoi ils se battent, mis à part peut-être quelques affiliations à l'État islamique. Mais c'est très difficile de savoir c'est pourquoi ils se battent. Voilà pourquoi moi j'ai demandé tous les objectifs de l'État islamique. Voilà. Mais justement, en connaissant les objectifs de l'État islamique, facilement on peut comprendre ce que les EDF veulent. Bon, à ce point-là, oui. Mais il y a des régions où on apprend que là, les ADF pillent. Oui. Mais c'est peut-être piller pour faire quoi? Pour se ravitailler? Non, mais ça, c'est les besoins alimentaires. Ça aussi. Ils viennent pour piller les bétails des paisibles citoyens. Pour peut-être aller aussi chercher mais même lorsque vous voyez les modes opératoires de l'État islamique et les modes opératoires de l'ADF, c'est pas du tout la même chose. Il y a des différences. Il y a des différences d'armes, notamment. Ils utilisent des armes blanches. Ils n'ont pas quasiment de revendications. Tu ne verras jamais un leader de l'ADF envoyer une vidéo où il est en train de faire une revendication. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, moi, je ne sais pas si je peux les classer là-bas. Donc, moi, je trouve que cette liaison est un peu hasardeuse, un raccordement populiste, politique. Voilà pourquoi moi, mais quand même, oui, j'ai l'impression que on n'en parle pas souvent dans des médias, même dans des différents débats, mais quand même, faut-il rappeler que l'ADF, c'est peut-être le groupe armé les plus, comment dirais-je, les plus sanguinaires, les plus sanguinolents, les plus meurtriers que la RDC ait connu. Justement. Dans un laps, en une soirée, ils peuvent massacrer 70 personnes. C'est spectaculaire. Moi, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, même dans des communications du gouvernement, on en parle que comme des faits divers. Parce que ça ne menace pas les pouvoirs directement, peut-être. Mais menacer le pouvoir, ça veut dire quoi? Menacer le pouvoir, ça veut dire menacer les populations. Non, ici, qu'est-ce qui se passe? Mais si le pouvoir ne s'approprie pas l'existence de sa propre population, en quoi il est? Voilà, peut-être parce que vous voyez les EDF, ils viennent, ils tuent, c'est paisible citoyens, sans pour autant tenir compte de leur appartenance politique, n'est-ce pas? Ils viennent, ils tuent, et après ils ne revendiquent pas. Ils ne viennent pas justement pour prendre des entités, ce n'est pas leur objectif. Mais si peut-être c'était ça les cas, prendre Beni, Lubero, une partie de l'Ituri, et installer une administration parallèle, comme c'est le cas aujourd'hui avec la FCM23, peut-être ça serait une menace pour Kinshasa. Mais le problème... Là, je parle du régime. Bah, ok, vous parlez du régime à juste titre, oui. Mais quand même, c'est un groupe armé qui doit inquiéter au plus haut point le régime. Nos intérêts d'abord, comme régime. Départ notamment, c'est ça. Donc, je suis en train de parler d'un régime sérieux et responsable. Dès lors que tu as un groupe armé dans ton pays qui vient et qui peut massacrer des dizaines de personnes dans une soirée, ça veut dire qu'il y a un problème. Et si tu n'y prêtes pas trop attention, ça veut dire que tu es irresponsable. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il n'y a toujours pas eu des colloques nationaux autour de cette question-là de vous avez vu le forum à Beni, boudé par les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense. C'est le président de l'Assemblée nationale qui s'est présenté, comme s'il représentait Kinshasa. Non, mais c'est grave. Vous l'avez vu. C'est grave. Ça dénote. Mais quand même, il y a eu des recommandations là-bas, si elles sont aussi fondées. Donc, quelles recommandations? On y accorde beaucoup de... Moi, je pense qu'on affronte les ADF pas de la manière qu'on devrait les... Très bien. Alors, c'est un coup de gueule que vous venez de faire, hein, bien que ce n'était pas parmi les actualités chaudes, mais ça ne veut pas dire que nous minimisons la question des EDF. Souvent, dans nos interventions, nous revenons justement pour éveiller la conscience collective. L'aspect EDF, ces phénomènes, depuis 2014, aujourd'hui on est en 2026. Imaginez 12 ans, les gens sont... Des massacres. 12 ans des massacres. 12 ans. Alors c'est très grave, c'est très compliqué. Et quand on a un gouvernement, j'aurais bien voulu que dans les accords sécuritaires avec les États-Unis, qu'on mette un accent sur les phénomènes EDF. Vu que les Américains, eux aussi, sont déterminés pour combattre l'État islamique, les djihad, tout ça. Il serait en tout cas réfléchi qu'on insère aussi cet aspect, ces phénomènes. Et on a l'impression que ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas, voilà. Y compris les notables du coin. Alors, Gaëtan Kombi, on est à la fin de cette production. Merci.
Merci beaucoup, Jenny, de m'avoir associé à cette production. Voilà, c'est un rendez-vous hebdomadaire, mesdames et messieurs. Donc, prenez rendez-vous pour les vendredis et on reviendra avec d'autres énergies pour décortiquer les actualités. J'espère qu'elles seront aussi chaudes. Merci à Thomas Zawadi, c'est lui qui nous a réalisé techniquement. C'était bon. Alors, vos commentaires, on va les lire. En tout cas, on va les lire dans les couloirs même, hein, parce que souvent les débats continuent. Les débats ne s'arrêtent pas. Dans les commentaires, on continue. On va évoquer d'autres aspects. Restez donc connectés.